Bien, chers amis, bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir à l'occasion de ce colloque de 2 jours consacré à la métaphysique du temps, colloque qui constitue donc le premier moment des travaux que nous allons mener cette année dans le cadre de la chaire de métaphysique et de philosophie de la connaissance. Quelques mots très rapides pour introduire donc à ces journées, au cours desquelles nous allons, sans faire fi naturellement du passé, nous efforcer surtout de présenter et de discuter certaines des problématiques les plus récentes sur lesquelles se penchent aujourd'hui, mais à vrai dire depuis un certain temps déjà, plus particulièrement les métaphysiciens, mais aussi les philosophes de l'esprit, les philosophes de la perception, et comme nous pourrons en prendre la mesure dès cet après-midi, les philosophes des sciences, dont les analyses sont toujours précieuses pour qui souhaite, comme c'est, vous le savez, mon cas, donner sens à l'idée d'une authentique connaissance métaphysique, ou encore de ce que j'appelle une métaphysique scientifique, mais à 1000 lieues du scientisme, en d'autres termes, qui s'oblige à tenir compte de la science, mais sans s'en laisser compter par elle. Alors, sans doute, ce colloque n'est-il en un sens que la reprise d'un thème tout à fait classique. Les réflexions sur le temps ne sont pas nouvelles, et s'il est un concept qui a toujours passionné les philosophes, c'est bien celui de temps. Qui a oublié les analyses qu'en ont proposées Aristote, Augustin, Kant, Newton, Husserl, plus près de nous Bergson ou Ricoeur, certaines oppositions traditionnelles, dont nous reparlerons d'ailleurs, qui ont marqué les grandes philosophies du temps, comme celle du temps de la conscience et du sujet, et celui de la nature ou du monde. Nous avons tous aussi en tête, bien sûr, les analyses husserliennes sur la conscience intime du temps, sur la perception, sur l'expérience que l'on en a, tout comme la description phénoménologique que l'on peut en donner. Toutefois, on peut, sans exagération, je crois, considérer que le XXe siècle aura été marqué par un regain d'intérêt pour les aspects peut-être plus directement métaphysiques du temps. À la suite notamment de McTaggart, comme va tout à l'heure nous le rappeler et le préciser le professeur Poitvin, la réflexion s'est moins concentrée sur l'existence du temps que sur sa nature, sur sa réalité, sur ses propriétés. Comment, par exemple, nous assurer de la réalité du temps? Avons-nous de bonnes raisons de considérer qu'il y a dans l'ordre temporel lui-même plus qu'une apparence? Ou encore, comment trancher entre les deux hypothèses suivantes? Première hypothèse, celle qui voudrait, ainsi que le pensent certains, ce que l'on appelle désormais les théoriciens A, qu'il y ait un véritable mouvement des choses et des événements à travers la dimension temporelle, auquel cas le temps consisterait en une série dont les membres seraient dotés de propriétés dynamiques et transitoires, successivement futures, présentes et passées. Les fameuses propriétés A qui n'auront tout à l'heure plus de secret pour nous.
ou bien, deuxième hypothèse, qui a ses propres partisans, ceux que l'on appelle donc les théoriciens B, le temps ne se ramène-t-il pas ultimement à une série de choses et d'événements, n'est-ce pas, qui entretiendraient de simples relations d'antériorité, de simultanéité, de postériorité, auquel cas, finalement, le temps serait réductible à un système de relations fixes, immuables, dites relations B. Et faudrait-il en conséquence se résoudre à dire qu'il n'y a pas de propriété A et, plus généralement, que le temps, au sens strict, ne passe pas. Le deuxième sujet de controverse sur lequel nous allons essayer d'y voir plus clair au cours de ces 2 journées a trait au statut ontologique du passé, du présent, du futur et plus particulièrement de ce qu'on pourrait appeler leurs occupants respectifs. Comme on le sait, ici encore, plusieurs options sont possibles. Pour celui que l'on qualifie de présentiste, le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, et donc seuls existent réellement les occupants du moment présent, lequel ne cesse de changer. À l'inverse, deuxième option possible, pour celui que l'on qualifie généralement d'éternaliste, passé, présent et futur existent tous au même titre. Par exemple, de même que Moscou existe réellement, sans se trouver ici, à Paris, la bataille de Waterloo et l'extinction du Soleil existent tout autant, même si ces événements n'ont pas lieu maintenant en 2019. Pour quelle raison? Eh bien, parce que, soutient l'éternaliste, l'univers forme un bloc où toutes les dimensions temporelles sont ontologiquement à égalité, sans que l'on puisse doter le présent de quelque privilège que ce soit. Comme nous le rappellera tout à l'heure Baptiste Le Bihan, l'éternalisme est quand même une interprétation philosophique, somme toute assez naturelle, de la relativité restreinte et de la relativité générale, mais ce n'est pas la seule possible non plus. Après tout, on peut adopter au moins une troisième option qui serait celle-ci. Il s'agirait d'envisager un univers en croissance où seul existerait vraiment passé et présent. Et dans une perspective de ce genre, tout nouvel instant s'ajouterait en quelque sorte à l'inventaire total de l'être qui ne cesserait de croître. Comme vous le voyez, ce sont là autant d'invitations pour le métaphysicien à préciser donc le statut ontologique des entités qui ne sont pas présentes. Mais il y a un troisième sujet qui continue de donner lieu à des discussions très intenses et tout à fait passionnantes, c'est celui qui a trait à la persistance des objets dans le temps. Comment des choses numériquement identiques peuvent-elles exister à différents moments? Ici encore, et pour aller très vite, bien sûr, nous pouvons déjà distinguer plusieurs positions. Pour les partisans de ce qu'on appelle l'endurantisme, qui se prévalent en général du sens commun, les objets matériels, si vous voulez, persistent en étant pleinement présents, à
chaque instant de leur existence. La réalité serait ainsi composée d'entités tridimensionnelles, entièrement contenues dans l'espace qu'elles occupent à chaque moment du temps. Pour ceux que l'on appelle, en revanche, les perdurantistes, eh bien, les objets matériels sont étendus dans l'espace et dans le temps. Outre leur partie spatiale, ils ont aussi en quelque sorte des parties temporelles en vertu desquelles ils persistent. En d'autres termes, nous ne verrions jamais d'objets entiers, en quelque sorte, nous ne verrions que des parties ou des tranches temporelles d'objets ou de vers quadridimensionnels plus étendus. En dépit des bénéfices théoriques du perdurantisme, sur lesquels nous ne manquerons pas de nous attarder, la difficulté de cette position saute aux yeux. Peut-on aussi aisément s'accommoder d'une telle révision du sens commun et admettre, au fond tout de go, qu'il y aurait quelque chose comme des parties temporelles? Voilà, voici donc déjà à très grands traits quelques-unes des questions parmi les plus vives aujourd'hui que nous allons nous employer les uns et les autres à présenter et à discuter. Mais comme le programme que vous avez entre les mains vous le laisse assez vite entrevoir, le colloque sera aussi naturellement l'occasion de reprendre plusieurs thèmes parmi les plus classiques de la métaphysique du temps, au premier rang desquels, bien sûr, peut-on trancher tout simplement la question de la nature ultime du temps. Celui-ci, donc, consiste-t-il seulement en l'instant présent? Doit-on considérer que passé et futur existent bel et bien aussi? Ou encore, peut-on changer le passé sans que cela contrevienne en particulier à notre conception la plus commune de la causalité? C'est un point qui avait notamment attiré l'attention de Michael Dummett dans un texte fameux. Ou encore, peut-il y avoir un monde dépourvu de temporalité? Quelle est au juste la relation entre temps et changement? Peut-on encore dire que le temps s'écoule si rien ne change? Peut-on même dire que le temps passe? Comment les objets persistent-ils en lui? Ou encore, et cela nous occupera notamment au moins toute l'après-midi, faut-il irrémédiablement opposer l'image ordinaire et l'image scientifique du temps? Comment comprendre la relation du temps avec l'espace, l'analogie que l'on fait parfois, notamment en sciences, entre espace et temps? Doit-on se résoudre à l'idée que le futur est ouvert et que le passé, à l'inverse, est clos? Y a-t-il une direction du temps? Enfin, les voyages dans le temps sont-ils possibles? Voici donc, vous voyez, en guise de mise en bouche, quelques-uns des sujets qui vont nous occuper aujourd'hui et demain. Mais sans plus attendre, je vais laisser à présent la parole à notre premier orateur, non sans avoir remercié au préalable mon assistant Alexandre Declos, qui a coordonné avec beaucoup d'intelligence ce colloque, et ma précieuse collaboratrice Sophie Grand-Cyr, qui a veillé à l'organisation de ces journées, dont le dévouement, la gentillesse et l'exceptionnel professionnalisme ne sont plus à démontrer.